De bord, nous allons bientôt atterrir à Durango. Au-dessus des montagnes rocheuses, un vol régional file vers sa perte. Quelque part dans l'obscurité de la nuit, un avion s'était écrasé dans notre comté. Après des recherches intensives, une épave disloquée est retrouvée à 8 km de la piste. La moitié était mort. Qu'est-ce qu'on a raté? On avait du mal à comprendre pourquoi l'avion s'était écrasé si loin de l'aéroport. Un renseignement inattendu soulève une hypothèse glaçante Elle a dit quoi exactement? qui va bouleverser tout le secteur des transports aériens. Les enquêteurs étaient littéralement ébahis. Un soir glacial d'hiver à l'aéroport Stapleton de Denver, dans le Colorado, le commandant de bord Steven Silver et l'officier pilote de ligne Ralph Harvey s'apprêtent à décoller. Tout le monde est assis? Oui, tout le monde est là. Et dehors, c'est bon? Rien à signaler. Le vol Trans-Colorado de 1286 doit effectuer un vol court jusqu'à l'aéroport de Durango-La Plata, dans le sud du Colorado. Une fois à Durango, j'aimerais redécoller le plus vite possible. Pas de problème. On n'aura pas à ravitailler. Pour l'équipage, c'est le 4e vol de la journée, et le mauvais temps a retardé le décollage de 40 minutes. On va tâcher de rattraper le temps perdu. Ça marche. On a l'impression d'être toujours en retard. C'est une course permanente contre la montre, parce que les passagers ont des correspondances à prendre et ils veulent être à l'heure, tout comme on le voudrait si on était à leur place. Ce soir, 15 passagers sont assis dans la cabine de l'avion régional à turbopropulseur, dont Susie Welch. Mon frère, qui vivait en Californie, était malade. Je rentrais chez moi, après être allé le voir. Et j'avais raté ma correspondance. Initialement, je n'étais donc pas censé prendre cet avion. Trans-Colorado 2286, autorisé décollage. Trans-Colorado est une petite compagnie régionale qui exploite des vols pour Continental Airlines. Autorisé décollage 2286, merci. Le commandant Silver est aux commandes. Il aimait voler, il avait ça dans le sang, ça se voyait. Brad Howard a volé avec le commandant Silver à la fin des années 80. Steve était un pilote joyeux, jovial et énergique. J'aimais bien voler avec lui. Je te laisse les commandes, d'accord? D'accord. L'officier pilote de ligne Harvey va prendre les commandes pour ce vol. Le commandant Silver se chargera des communications radio. Puissance de décollage. Les pilotes s'échangent fréquemment les tâches. Ça permet de limiter la fatigue. Ce n'est pas tout le temps le même qui fait tout le travail. Et ça permet également aux copilotes, qui deviendront commandants de bord, d'acquérir de l'expérience. Sans nœud. Le commandant de bord surveille la vitesse air pendant le décollage. V1. Et rotation. J'avais un peu peur, parce que le temps était mauvais avant l'embarquement. Mais une fois à bord, je me suis dit, pourquoi je m'inquiète? Tout va bien. La journée des pilotes a commencé à Denver. Après 2 vols courts jusqu'à Riverton et Casper dans le Wyoming, ils sont revenus à Denver. Ils décollent maintenant pour Durango et vont survoler le sud des montagnes rocheuses. À une trentaine de kilomètres au nord de Durango se trouve la plus forte concentration de sommets de plus de 4000 mètres des États-Unis continentaux. Denver, Trans-Colorado 2286. Je voudrais le bulletin météo pour Durango et Cortez. Voici le dernier bulletin.
Plafond indéfini. Visibilité réduite. Légère chute de neige et brouillard. Givrage modéré prévu sous les 18 000 pieds. Merci. Les montagnes s'obscurcissent très vite quand un front arrive, et la visibilité chute. Rien d'insurmontable. Une vingtaine de minutes avant d'arriver à Durango, les deux pilotes préparent l'atterrissage. On fait une approche directe sur la piste 20, d'accord? Piste 20, ça marche. Contrôle, on prévoit une approche DME sur la piste 20. Approuvé, Transcolorado 2286. Approche autorisée sur la piste 20 de l'aéroport de Durango. Comme beaucoup de petits aéroports aux États-Unis, Durango n'a pas sa propre tour de contrôle. Le contrôleur aérien se trouve à Denver, à plus de 300 km de là. En autorisant cette approche, le contrôle aérien a confié à l'équipage la responsabilité de poser l'avion au sol. Fin de la couverture radar. Poursuivez l'atterrissage par radio. Bonne nuit. D'accord. Descendons niveau 140, approche autorisée 2286, bien reçu. Les passagers devraient être sur le tarmac dans moins de 5 minutes. Ici votre commandant de bord. Nous allons bientôt atterrir à Durango. Veuillez attacher vos ceintures, nous serons au sol dans un instant. Tout le vol avait été très calme. L'un des plus calmes de ma vie. On n'avait aucune raison de s'inquiéter. Il n'y avait rien d'inhabituel. Puissance réglée. Volet à 1/4. Volet à 1/4. Les pilotes travaillent vite pour préparer l'atterrissage. Train sur sortie. Train sur sortie. 3 vertes. Ils savent qu'ils doivent perdre beaucoup d'altitude et de vitesse R, et que cela nécessite d'utiliser correctement différents dispositifs pour augmenter la traînée et aider l'avion à ralentir. Tu vois la piste? Il y a un problème. Les pilotes ne voient pas la piste. Oh non, on est trop bas. Redresse! Non, 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 non. Tiens bon! Il y a eu un gros bruit. J'ai cru que c'était un atterrissage rude. Et l'avion a commencé à se retourner. C'est là que je me suis dit, ça y est, on s'écrase. Aidez-moi, pitié! Transcolorado 2286, ici Denver. Répondez. Le vol pour Durango est maintenant en retard. Transcolorado 2286. Vous me recevez? Transcolorado 2286. Est-ce que vous me recevez? Denver et l'aéroport du comté de La Plata ont tenté de joindre l'avion par radio. Transcolorado 2286. Répondez s'il vous plaît. Le vol avait du retard. Quelque part dans l'obscurité de la nuit, un avion s'était écrasé dans notre comté. Transcolorado 2286. Répondez s'il vous plaît. Au secours!
Il faisait sombre et très froid. En regardant autour de moi, j'ai vu qu'on pouvait être n'importe où. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Je me suis dit, je suis là, au secours, aidez-moi. Susie Welch comprend qu'elle n'a que des blessures légères. Mais à l'évidence, d'autres survivants du crash souffrent atrocement. Il faut qu'on sorte. Il fallait les secourir de toute urgence. Et on ne pouvait pas leur donner l'aide dont ils avaient besoin. Susie est face à un terrible dilemme. Doit-elle rester s'occuper des blessés ou partir chercher de l'aide? En général, on conseille de ne pas bouger et d'attendre les secours. Mais on était au milieu de nulle part. On ne savait pas si quelqu'un était au courant. Le temps était très mauvais. Il y avait des rafales de neige et il faisait un froid glacial. Faute de soins rapides, les blessés risquent de mourir de froid. Courage, tenez bon. On va envoyer quelqu'un chercher les secours. Susie et d'autres passagers indemnes décident de partir chercher de l'aide à pied. C'est peut-être la meilleure option pour que tout le monde survive. Je pensais à ma famille. Ils ne savent pas où on est. Ils ne savent même pas si je suis toujours en vie. Ça m'énerve. Il y avait plus d'1 mètre de neige. Ça a beaucoup gêné nos opérations de sauvetage. Après plus d'1 heure, la chance sourit aux survivants. Ils atteignent une route. J'ai aperçu un semi-remorque et une voiture. Je me suis dit, enfin, c'était un vrai soulagement. Une partie des passagers sont hors de danger. Les secours partent à la recherche des autres. On a envoyé des sauveteurs et du matériel vers cette portion de la route 160, à une dizaine de kilomètres à l'est de Durango. C'était une zone très isolée, ce qui a ralenti la progression des secours. On a mis du temps à localiser précisément le site du crash. Les secours découvrent enfin l'épave. Sur les 17 occupants de l'appareil, 9 ont trouvé la mort, dont les 2 pilotes. La moitié était mort. Bien sûr, ça a été un choc terrible pour beaucoup de monde. Le lendemain matin, la lumière du jour révèle l'ampleur du désastre. L'avant de l'avion, jusqu'aux ailes, était très endommagé. La queue était disloquée en plusieurs morceaux et une bonne partie de l'aile gauche avait disparu. Thomas Hauter, du Conseil national de la sécurité des transports, se trouve devant une tâche énorme. Le saumon d'aile gauche ici. Merci les gars. Il doit déterminer pourquoi cet avion régional s'est écrasé à 8 km de l'aéroport. On avait du mal à comprendre pourquoi l'avion s'était écrasé si loin de l'aéroport. C'était le grand mystère qu'on allait devoir percer. Trier les débris de l'épave revient à reconstituer un puzzle gigantesque. Et ce n'est pas le seul défi. En 1988, les enregistreurs de vol sont facultatifs dans les avions de moins de 20 places. L'absence d'enregistreurs phoniques et d'enregistreurs de données de vol complique considérablement les choses. Car il faut alors recueillir des indices dans l'épave et en déduire ce qui a amené l'avion à s'écraser au sol. Merci. Thomas Hauter focalise immédiatement son attention sur un suspect évident. Les conditions météorologiques. Denver, Trans-Colorado 2286. Je voudrais le bulletin météo pour Durango et Cortez.
Trans-Colorado 2286. Voici le dernier bulletin. Plafond indéfini, visibilité réduite, légère chute de neige et brouillard. Givrage modéré prévu sous les 18 000 pieds. Le givrage est un phénomène potentiellement mortel, pouvant se produire entre -20 et 0 degrés Celsius. Une couche d'eau très froide recouvre la surface des ailes et se transforme en glace, dégradant les performances aérodynamiques. Le plus gros problème, c'est que cela modifie la forme de l'aile. Sa surface bien lisse et courbée devient irrégulière. Le flux d'air, qui était régulier, est alors perturbé et l'aile commence à perdre de la portance. C'est ce qui est arrivé au vol American Eagle 4184. L'avion volait vers Chicago quand un amas de glace qui s'était formé sur ses ailes lui a fait faire un tonneau fatal. Ses 68 occupants ont péri dans le crash. Une question cruciale se pose. Se pourrait-il que de la glace sur les ailes du vol 2286 ait causé une catastrophe similaire par une nuit enneigée dans les Rocheuses du Colorado? La descente vers la piste 20 de Durango se fait au-dessus d'un relief montagneux. Un équipage aurait peu de temps pour réagir si de la glace provoquait une subite perte de portance. Non, redresse! Les ailes de l'avion ont-elles givré? La température était propice au givrage? Tom Hauter consulte les bulletins météo de l'aéroport de Durango. Normalement, le givrage pose problème quand de l'eau très froide se dépose sur les ailes et gèle dessus. Il faut qu'il y ait de la pluie ou du crachin. Le temps était couvert et nuageux, mais la température était de -31 degrés Celsius. C'est une fausse piste. La température était bien trop basse pour que du givre se forme. Il faisait si froid que les ailes n'ont pas pu se couvrir d'eau. Il n'y avait que de la neige. La piste du givrage a été vite écartée. L'emplacement du site du crash, à 8 km de la piste, soulève une autre possibilité. Voler à un quart. Pendant l'approche, les pilotes doivent déployer les volets et sortir le train d'atterrissage. Train sur sortie. 3 vertes. Comme la traînée augmente, l'avion a besoin de plus de puissance pour conserver sa portance dans les dernières minutes du vol. Les enquêteurs se demandent si une perte subite de puissance moteur pourrait être la cause du crash. Les moteurs tournaient-ils lors de l'impact? Avait-il un problème avant l'impact? On a commencé à tout regarder en détail. Ils vérifient la position des manettes de gaz. Le régime moteur était sur haut. C'est la bonne position. Les pilotes avaient apparemment choisi le bon réglage. Puissance réglée. Les moteurs eux-mêmes auraient-ils rencontré une quelconque défaillance? Un enquêteur aguerri peut évaluer la performance des moteurs en examinant les hélices et la déformation qu'elles ont subie lors du crash. Les pales étaient en position de produire une poussée. Vu leur aspect, elles tournaient lors de l'impact. Sinon, elles auraient été pliées vers l'arrière. On voyait qu'elles avaient labouré le sol et les arbres et qu'elles s'étaient pliées vers l'avant pendant le crash. Elles tournaient à plein régime. Pas de panne moteur. Sans boîte noire, il est difficile de savoir dans quelle direction chercher. Les enquêteurs aériens procèdent par élimination. On élimine les facteurs qui n'ont pas pu contribuer à la catastrophe et en fin de compte, il n'en reste plus que 3, 4 ou 5 qui y ont contribué. Allô? Un appel met les enquêteurs sur une nouvelle piste inattendue. Un des survivants a fait une déclaration alarmante. Vraiment? Bonjour. Bienvenue à bord. Rangée de gauche. Bonsoir. Ça va? Votre place est là-bas, au fond.
Une passagère a cru remarquer que le copilote sentait l'alcool. C'est lui qui a accueilli les passagers lors de l'embarquement. Il était très courtois, mais ça a troublé la jeune femme. Le NTSB intègre aussitôt à l'équipe d'enquêteurs un psychologue spécialiste de l'aviation, Malcolm Brenner. On était très inquiets à l'idée que l'alcool puisse avoir contribué à cette catastrophe. Presque immédiatement après le retour de l'équipe, le lendemain, je crois, j'ai été chargé de me renseigner sur le copilote. Incroyable. En se penchant sur le passé du copilote, le psychologue fait une découverte accablante. 2 conduites en état d'ivresse. Pour nous, c'est un signal d'alarme. Ça laisse entendre qu'il avait un sérieux problème d'alcool. Un laboratoire est chargé d'analyser le sang et les urines des 2 pilotes. Tenez-moi au courant. Je te laisse les commandes, d'accord? D'accord. Si le copilote était ivre quand le vol 2286 a décollé de Denver, cela pourrait expliquer le destin tragique de l'avion. Alors, voici la route de Denver à Durango. C'est ici qu'ils se sont écrasés. En attendant les résultats des analyses, les enquêteurs examinent d'autres indices. Ils espèrent que les conversations des contrôleurs et les données du transpondeur leur donneront une idée plus précise de ce qui s'est passé dans le cockpit. Trans-Colorado 2286. Montez et maintenez niveau 230. Montons et maintenons niveau 230. Pendant la majeure partie du vol, il n'y a pas de problème. Il n'y a eu ni Mayday, ni appel, ni alarme. Rien. Trans-Colorado 2286. Passez Durango à 1000. Descendez niveau 140 ou plus haut. Autorisé approche piste 20. Ils sont ici. Descendons niveau 140, approche autorisée 2286, bien reçu. Mais alors que l'avion approche de Durango, les enquêteurs remarquent un détail très étrange. Ils descendent très vite. D'habitude, les avions descendent lentement, au rythme régulier d'environ 1000 pieds par minute. Le vol 2286 descend presque 3 fois plus vite. Pendant l'approche, le taux de descente était anormalement élevé. On s'est donc demandé ce qui s'était passé. Les effets de l'alcool ont-ils poussé le copilote à effectuer une descente imprudente? Pilotait-il l'appareil en état d'ébriété? Les résultats du laboratoire sont arrivés. Des techniciens ont analysé le sang et l'urine des 2 pilotes. Malgré les soupçons soulevés par le témoignage d'une passagère, les résultats indiquent qu'il n'y avait pas d'alcool dans le sang du copilote. Il n'avait pas bu avant le crash. Bonjour. Cette passagère a dû se tromper. Elle a peut-être senti de l'eau de Cologne ou autre chose. Mais heureusement, l'équipage n'avait pas bu. J'ai été soulagé de constater que le copilote avait surmonté ce problème et qu'il se comportait apparemment de façon exemplaire. Ce qui s'est passé dans les dernières minutes du vol 2286 reste un mystère. Descendons niveau 140, approche autorisée 2286, bien reçu. Les enquêteurs s'interrogent maintenant sur les instructions que la tour de contrôle a données aux pilotes. Leur a-t-on demandé d'effectuer une approche trop risquée compte tenu des conditions météorologiques? L'enregistrement des conversations de la tour dissipe vite le doute. Trans-Colorado 2286. Pour votre approche sur Durango, vous préférez l'ILS ou une approche sur la piste 20 suffira?
L'enregistrement révèle que le contrôleur n'a pas dicté l'approche sur Durango. Il a proposé 2 options à l'équipage. La première consistait à suivre une trajectoire facile jusqu'à une piste équipée d'un système d'atterrissage aux instruments, ou ILS, qui guide les pilotes pendant la descente. La deuxième option était d'atterrir sur la piste 20 sans ILS. Les pilotes doivent alors descendre par paliers successifs pour éviter les montagnes au nord de Durango. Le contrôleur du trafic aérien a été exemplaire. Il a proposé à l'équipage 2 pistes et 2 procédures de vol aux instruments, et il a laissé le choix, comme il se doit, au commandant de bord. On prévoit d'atterrir sur la piste 20, merci. Pour une raison inconnue, le commandant a choisi l'approche la plus abrupte et la plus difficile. Il y a des montagnes ici, ici et là. Pourquoi se compliquer la tâche? Normalement, ce sont des pilotes très bien entraînés. Alors, quels facteurs sont entrés en ligne de compte? Bonjour. Asseyez-vous. Malcolm Brenner espère que d'autres pilotes de la compagnie pourront expliquer ce choix. Quel genre de pilote était le commandant Silver? Tout le monde s'accorde à dire que Steven Silver était expérimenté. Mais il était connu pour sa tendance à précipiter les choses. Plusieurs témoins ont remarqué qu'il faisait tout pour rester dans les temps. C'était un homme qui poussait les choses jusqu'à la limite. C'était sa personnalité. Son dossier contient même une lettre louant sa capacité à atterrir et redécoller d'un aéroport en seulement 7 minutes. Une fois à Durango, j'aimerais redécoller le plus vite possible. Pas de problème. On n'aura pas à ravitailler. On va tâcher de rattraper le temps perdu. Le souci de ponctualité du commandant de bord explique son choix d'approche sur Durango. On fait une approche directe sur la piste 20, d'accord? Piste 20, ça marche. Contrôle, on prévoit une approche DME sur la piste 20. Autorisé approche piste 20. Des estimations montrent que l'approche directe sur la piste 20 fait gagner environ 10 minutes de vol. Il me semble évident qu'il a fait ce choix pour rattraper son retard et atterrir plus vite. Ici votre commandant de bord. Nous allons bientôt atterrir à Durango. Je crois que le commandant de bord considérait qu'il était de sa responsabilité de mener ses passagers à bon port, dans les délais prévus, et qu'il en faisait une affaire personnelle. Cela explique pourquoi le commandant Silver a choisi une approche si difficile par une nuit enneigée. Mais cela n'explique pas le crash. D'autres pilotes déclarent qu'il leur arrive souvent de suivre la même approche. Les pilotes professionnels font ce type d'approche très régulièrement. Je pense donc qu'ils étaient conscients de la difficulté de cette approche. Approche difficile. Mais plein de pilotes la font tout le temps. Pour comprendre à quel moment les choses ont mal tourné, les enquêteurs comparent la trajectoire que les pilotes sont censés suivre jusqu'à la piste 20 avec celle suivie par le vol 2286. Ils font une découverte stupéfiante. Regardez, ils descendent trop vite, même pour cette approche. La comparaison révèle qu'après avoir choisi une approche difficile exigeant une descente abrupte, les pilotes ont suivi une trajectoire encore plus raide. Et ici, ils sont enfin sur la bonne trajectoire de vol. Mais ils continuent à plonger. Comme s'ils ne connaissaient pas leur altitude. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, faute de données enregistrées comme dans les avions modernes. Il est clair que l'équipage est descendu sous la pente d'approche normale. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Les enquêteurs se demandent si les altimètres ou d'autres instruments auraient pu connaître un dysfonctionnement. A-t-il pu y avoir des défaillances internes? Quelque chose a-t-il obstrué les conduites qui fournissent de la pression aux instruments?
On a vérifié tous les raccordements. Une inspection minutieuse ne révèle rien. Tous les systèmes de contrôle étaient correctement raccordés et opérationnels. Il n'y avait aucune défaillance mécanique. Une fois de plus, l'enquête est dans l'impasse. Tu vois la piste? Rien n'explique que 2 pilotes expérimentés aient écrasé leur avion contre le flanc d'une montagne, tout près de l'aéroport de Durango. Oh non, on est trop bas. Non, 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 non. Tiens bon. Les techniciens réalisent 2 analyses toxicologiques complémentaires sur les échantillons du sang du commandant de bord du vol 2286. L'affaire était si grave qu'il voulait s'assurer de ne commettre aucune erreur. Les résultats ne laissent pas de place au doute. Ils ont confirmé une consommation récente de cocaïne. Il ne dormait pas. Il se droguait à la cocaïne. Si, comme les indices le suggèrent, le commandant de bord avait fait la fête toute la nuit avant de venir travailler, il avait sans doute peu dormi. Il était en manque au moment de l'accident. Et beaucoup des symptômes du manque, comme les temps de réaction allongés et une sensation générale de mal-être, n'ont pas dû l'aider pendant ce type d'approche. Brenner comprend maintenant la succession d'erreurs, de négligences et de comportements criminels qui a conduit au crash. Tout commence par un commandant de bord qui n'est pas en état de voler. Après une longue nuit passée à se droguer, Steven Silver part au travail. Le premier vol de sa journée doit décoller à 13h15. Il doit prendre son service à 12h30. 7 heures plus tard, après 3 vols, le biturbopropulseur a du retard et le commandant de bord commence à ressentir les effets du manque de cocaïne. Une fois à Durango, j'aimerais redécoller le plus vite possible. Pas de problème. On n'aura pas à ravitailler. À cause de ses actions délibérées, il a pris son service alors qu'il n'était pas en état de piloter. Cela va à l'encontre de tout ce que l'on apprend aux pilotes professionnels. Trans-Colorado 2286. Pour votre approche sur Durango, vous préférez l'ILS ou une approche sur la piste 20 suffira? Contrôle, on prévoit une approche DME sur la piste 20. Habitué à se dépêcher, le commandant de bord choisit une approche risquée alors qu'il a une option plus sûre. Quelle décision terrible. En état de manque, il n'a pas la moitié des capacités qu'il a quand il est en forme. En difficulté, le copilote est rapidement dépassé par l'approche délicate. Mais le commandant de bord ne remarque rien. Tu vois la piste? Le fait que cet homme se soit laissé aller à finir dans cet état est une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Un des pilotes étant en difficulté aux commandes et l'autre luttant contre la fatigue, aucun des deux ne surveille l'altitude de l'avion. Oh non, on est trop bas. Redresse! Non, 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 non. Sans connaître leur altitude, ils n'avaient aucune chance. Le rapport final du NTSB désigne l'incompétence du copilote et la consommation de cocaïne du commandant de bord comme des facteurs ayant contribué au crash du vol Trans-Colorado. Les révélations sur la cocaïne font la une des médias.
C'est sans doute la première fois qu'un pilote de ligne impliqué dans un crash est testé positif à la drogue. Je ne savais rien de la situation de Steve. Je suis tombé des nues. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation, annonce, entre autres, des dépistages de drogue plus fréquents pour les pilotes. En grande partie en réaction à cet accident, des programmes de dépistage de drogue ont été mis en place et ils ont été très efficaces. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres cas où la drogue a contribué à un accident aérien. Le crash de Durango entraîne d'autres réformes. De nouvelles réglementations imposent des boîtes noires dans tous les avions régionaux. Et tout avion d'au moins 10 places doit être équipé d'un avertisseur de proximité du sol qui alerte les pilotes s'ils volent trop bas. Dans le cas de cet accident, le NTSB a calculé qu'un avertisseur de proximité du sol aurait fait retentir une alarme au moins 23 secondes avant l'impact. En aviation, c'est une éternité. Des souvenirs douloureux hantent encore les survivants, comme Susie Welch. Mais elle sait que son épreuve et la mort de 9 personnes n'ont pas été vaines. Voyager en avion n'a jamais été aussi sûr, parce qu'il y a eu ces changements. Et je crois que ça me rend vraiment heureuse. Oui.